Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Erwan Devez, bonjour. Bonjour. Vous avez 3 passions, il me semble, dans la vie, l'art, la nature et le cerveau. Le cerveau autour duquel vous avez développé des activités de consultant en neurosciences et en management. Vous intervenez en effet fréquemment en entreprise et dans les médias grand public sur les neurosciences appliquées au monde du travail et de l'éducation. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont 24 heures dans votre cerveau, 24 heures dans le cerveau de votre enfant, Neurobooster votre équipe ou encore Le pouvoir rend-il fou. Auparavant, vous avez vécu dans des pays en guerre et été négociateur international pour le Comité international de la Croix-Rouge. Vous avez également participé à plusieurs campagnes électorales en tant que directeur de cabinet. Erwan, en 1875, vous n'étiez probablement pas né, mais l'écrivain britannique William Ernest Henley rédige sur son lit d'hôpital le poème Invictus, qui signifie invincible. Dans ce poème, il nous dit « Je suis maître de mon destin et le capitaine de mon âme ». Ce poème nous délivre un message, celui que l'adversité nous touche tous de façon imprévisible et de manière différente et qu'il ne tient qu'à nous de relever le défi qu'elle nous réserve. Erwan, l'adversité, on peut dire que vous la connaissez bien pour l'avoir vécue intimement dans votre corps. À travers votre activité d'expert des neurosciences, vous témoignez d'ailleurs aujourd'hui de votre chemin de résilience auprès de milliers de personnes et c'est absolument lumineux. Vous allez nous expliquer comment comprendre ses émotions et reprendre le contrôle de sa vie. Comment on passe de subir à être acteur de sa vie. Mais auparavant, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre ? Ça commence fort. C'est une belle question. C'est une très belle question. C'est une question que je me pose en fait tous les jours. Donc, je crois d'abord, peut-être la première des choses, c'est que j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre les choses, j'essaie de comprendre les êtres et j'essaie évidemment de me comprendre, apprendre aussi, je dirais. C'est une dimension qui est très importante pour moi et encore plus aujourd'hui ou encore plus depuis une dizaine d'années que je travaille sur le cerveau, puisque je sais à quel point le fait d'apprendre en fait est essentiel pour la vitalité de son cerveau. La création aussi est très importante pour moi, au travers de l'écriture, au travers de la peinture, au travers de différentes choses. Essayer de se réinventer, essayer de voir les choses différemment, essayer de toujours, en fait, avoir cette âme de chercheur, chercher. Voilà. Finalement, trouver n'est pas si important que ça, mais chercher est très important. Et puis 2 dernières choses, probablement les 2 les plus importantes, c'est d'être utile aux autres, être utile aussi à soi, et puis aimer. Voilà, tout simplement. Je pense que au travers de ces différents verbes, comprendre, apprendre, créer, être utile et aimer, je pense que je dois avoir fait à peu près la synthèse de ce qui m'anime en tout cas. Je pense que je vous rejoins pleinement. Erwan, nous avons tous des obstacles à surmonter. Ils peuvent être d'ordre mental, physique, émotionnel, perçu. Quel serait le principal défi qui vous a été amené de rencontrer, de surmonter ? Comment l'avez-vous transformé de manière concrète à votre avantage, ainsi qu'à celui des autres et de la communauté ? Alors, là encore, c'est une question complexe. J'ai effectivement, durant tout mon parcours, en fait, depuis mes très jeunes années, j'étais confronté au destin qui a pas été tendre. Donc, je connais bien la mort, je connais bien la maladie, celle de très proches, me concernant ensuite. Donc, c'est une trajectoire de vie qui n'a pas forcément été toujours très simple, qui a été âpre, mais qui aujourd'hui est formidablement utile. C'est-à-dire que quasiment toute ma vie, en fait, en tout cas dès l'âge de 6-7 ans, j'ai dû faire face
à ces difficultés. Et donc, j'ai au début, alors bien malgré moi et bien en méconnaissance de tout cela, mais j'ai très rapidement en fait dû enclencher des processus de résilience. Ce fameux mot qui est si important aujourd'hui, tellement employé aujourd'hui et depuis 3 mois tout particulièrement. Alors, bah, c'est quoi enclencher des processus de résilience? C'est différentes étapes. En fait, au début, vous êtes frappé. Vous êtes dans un état de, évidemment, de sidération. Vous êtes frappé par le destin au travers. Alors moi, pour ce qui me concerne, c'était la mort de très proches, c'était la maladie de très proches, c'était ensuite ma propre maladie. Mais passé cette étape de sidération, vous allez rentrer dans un processus, hein, c'est quelque chose qui est très dynamique. D'abord dans une phase d'acceptation. Heu, L'acceptation n'est pas la résignation, hein, n'est pas le reniement, mais est prendre acte de. Et puis ensuite, vous allez essayer de trouver du sens à ce qui vous arrive, à mettre les événements en cohérence et puis progressivement, étape par étape, vous plongez dans l'action et puis essayez finalement de se dire, par votre action pratique, hein, vraiment très concrète, comment je peux finalement donner du sens à tout cela? Comment moi, étant encore sur terre, contrairement à d'autres, je peux essayer de finalement de donner une utilité à tout cela. Pour faire en sorte, et c'est le propre de la résilience, pour faire en sorte que toute cette souffrance ait une utilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas la nier, on ne va pas dire non, non, ça n'a pas existé, on ne va pas être dans des comportements d'évitement. On va au contraire l'accepter, accepter les événements, y compris les plus tragiques, heu, pour essayer ensuite de se construire, donc de donner du sens à cette souffrance et de se construire, d'aller au-delà peut-être, heu que ce que nous aurions fait dans un contexte plus pacifique ou, heu, ou moins âpre. Voilà. Hmm. Merci, Erwan. Nous le disions tout à l'heure, je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme, nous dit William Ernest Henley. Oui, mais la plupart d'entre nous vivent sa vie par accident et l'accomplissement survient lorsque l'on vit sa vie avec une conscience claire de sa raison d'être et de son but. En quoi comprendre le fonctionnement de son cerveau permet de devenir ou demeurer maître à bord? C'est la question, hein, c'est la question d'une vie. Vous disiez tout à l'heure, finalement, arrêter de subir pour essayer en partie de reprendre la main, parce qu'évidemment, c'est toujours très relatif. On essaie de moins subir. Alors, la compréhension du cerveau, eh bien, elle intervient à beaucoup d'étapes. D'abord, quand on commence à disséquer tout cela, à comprendre les mécanismes cérébraux, euh, on va vers un effort de compréhension. C'est-à-dire qu'on va mieux comprendre ses forces, ses faiblesses, ses réussites, ses échecs. On va mieux comprendre tout cela. Et le fait de mieux comprendre tout cela relativise beaucoup de choses. Dans un sens comme dans un autre d'ailleurs, dans le sens des réussites comme le sens des échecs. Et finalement, tout se rejoint d'une certaine façon et on va devenir beaucoup plus apprenant, moins sachant, et finalement se dire toujours, moi par exemple depuis 10 ans que je travaille comme un forcené et un passionné sur mon cerveau, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, j'essaie de me dire: «Tiens, qu'est-ce qui s'est passé?» Et finalement, que ce soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, c'est pas si différent que ça. Et tout l'intérêt, finalement est bien davantage dans le processus, dans le fait d'avoir appris, dans, le fait de se dire: «Tiens, bah, on va prendre un exemple concret. Le covid arrive il y a 4 mois, chez nous. Hmm. On se pensait épargné, on se pensait, à l'abri de tout cela et ça nous arrive. En tant que bon résilient, en fait, et c'est presque, ça devient après de l'ordre du réflexe à force de, hein, c'est une espèce d'entraînement. Et à force d'avoir dû faire face à des événements difficiles, en fait, on se dit toujours, tiens, comment je vais prendre cette nouvelle donne qui arrive, sur laquelle j'ai aucune prise, évidemment, absolument aucune prise, hein, le Covid arrive, mais comment je vais intégrer ce nouvel élément pour essayer de d'apprendre, d'être utile, de rebondir, de travailler différemment, de revoir mes propres croyances, peut-être mes croyances limitantes, mes certitudes, et cetera. Et donc, c'est ça qui est fascinant et c'est peut-être le message le plus important, c'est de dire que quoi qu'il vous arrive,
si vous arrivez à force de travail, à force de aussi de parfois je veux dire c'est pas on-off, hein, je veux dire les mécanismes de résilience, ils sont avec des hauts, avec des bas et cetera. On fait ce qu'on peut. Et c'est peut-être d'ailleurs un des points majeurs qu'il faut expliquer souvent, par rapport à la résilience, c'est que c'est pas un concours de héros, la résilience. C'est pas: «Ah moi je suis un surhomme», et malheureusement, c'est parfois présenté un peu comme ça dans les médias. C'est C'est-à-dire vrai, qu'on se dit oui, on se dit, «Oh là là, qu'est-ce qu'il est extraordinaire!» L'héroïsation, on aime bien héroïser les gens parce que aussi c'est peut-être un besoin, heu, c'est plus tout à fait vrai. fondamental. Alors il faut faire très attention à cela parce que si on a un discours héroïsant autour de la résilience, ça voudra dire qu'on met de côté 80 Mmh. de la population Et et ça c'est très héroïsant au dangereux. sens de surhomme, quoi, enfin, Oui. super-héros, quoi. Mmh. Oui, le super-héros. Ouais. Vous avez nous, on est tous, moi j'ai parmi mes amis, des gens qui, ont été très résilients. Philippe Croizon, par exemple, est un hyper résilient et cetera. Et on est tous, je vais vous dire une chose, on est tous très gênés quand, on est présenté sous cet angle un peu héroïsant. Parce Ouais. qu'on sait que c'est pas vrai. Mmh. On sait que c'est pas du tout la réalité. On sait qu'avant de pouvoir rebondir, parfois, on a mis des mois, des années à Ah bah, ouais, subir, à être dans une phase extrêmement difficile. bien sûr. Moi, il y a 10 ans, j'ai un accident au cerveau. Je peux vous dire qu'il m'a fallu des années pour, d'abord essayer de revenir à la surface et puis après essayer de rebondir de tout ça. Donc, en aucun cas, la résilience est une affaire de héros. En aucun cas, la résilience est une affaire de surhomme. La résilience est une affaire d'humilité, de travail, de discipline intérieure, et d'apprentissage. Erwan, nos émotions nous jouent souvent des tours. Une partie de notre cerveau, le néocortex, est responsable de notre pensée analytique et de notre langage. Une autre partie de notre cerveau, le système limbique, est responsable de nos actions, nos prises de décision et nos émotions. Or, la partie de notre cerveau qui contrôle nos émotions n'a pas la capacité du langage, ce qui peut rendre difficile de mettre en mots ces aspirations profondes pour pouvoir exprimer en vérité ce que nous ressentons, ce qui nous inspire et notre raison d'être. Il y a une sorte de séparation ici, de dichotomie. Quelle solution à cela et comment toujours mieux mettre des mots sur les mots MAUX et sur nos désirs? Oui, alors la question du cerveau, alors vous avez parlé effectivement de l'architecture cérébrale, donc ce cerveau, en résumé, ce cerveau de la raison, ce cerveau des émotions. On aurait aussi pu parler du système reptilien qui est là plus le cerveau de la survie, des Oui, réflexes, des oui, pulsions, et cetera. Alors ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'on est on n'est pas vraiment dans une dichotomie, on est plus dans une interaction dynamique. C'est-à-dire que tous ces petits cerveaux-là, ils se parlent entre eux, ils interagissent en permanence. Et c'est vrai qu'on va prendre un exemple. Si vous êtes dominé par vos peurs par rapport au Covid, par exemple, vous avez peur d'attraper la maladie, vous avez peur par rapport à l'aspect professionnel, etc. Vous allez avoir une suractivation émotionnelle, donc effectivement, comme vous l'avez rappelé, du système limbique. Hein. Alors là, c'est vraiment la profondeur du cerveau. Hein. C'est pas les parties les plus élaborées. C'est la jouissance, la peur, etc. Donc, si vous avez cette suractivation au niveau du cerveau émotionnel, le risque, c'est que finalement, cette suractivation prenne le lead sur l'entièreté du cerveau et en particulier sur les zones frontales qui sont, comme vous l'avez dit, les zones où on analyse, où on soupèse, où on va mettre en perspective. Et si l'un prend le pouvoir sur l'autre, ça devient très compliqué puisque vous allez avoir des réactions qui vont être très émotionnelles, qui vont être pas très maîtrisées, pas très réfléchies, qui vont pas forcément vous rendre service. Donc, il faut toujours, en fait, veiller à cette bonne architecture cérébrale. Et pour cela, ben, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire travailler son cerveau. Il y a, au travers de la méditation, au travers de plein de choses, il y a différentes façons pour essayer de mieux maîtriser tout cela. Alors, il y en a une qui est très simple, par exemple, dans la vie de tous les jours, qu'on devrait davantage s'appliquer d'ailleurs. Quand vous êtes sous le feu de vos émotions négatives, vous subissez un stress. Vous êtes énervé, vous êtes triste, vous êtes déprimé, peu importe. Là, vous savez que votre système limbique est donc en suractivation et qu'il a provisoirement désenclenché le cerveau de la raison.
Donc, rendez-vous un petit service, c'est ne prenez surtout pas de décision à ce moment-là. N'envoyez pas le SMS qui va clasher, qui va, etc. C'est pas le moment. Vous n'êtes plus en pleine possession de votre système cérébral et en tout cas de la partie qui va analyser. Donc, précipitez-vous à ne rien faire. Attendez que tout cela reprenne sa forme initiale. Donc, attendez quelques heures, attendez peut-être même une nuit pour faire en sorte qu'en fait, ce cerveau de la raison reprenne toute sa place dans ce système. Et ce faisant, d'ailleurs, vous verrez que quand vous attendez quelques heures ou mieux une nuit, vous verrez que votre réponse sera totalement différente. C'est pas l'opération du Saint-Esprit, c'est tout simplement parce que votre feu émotionnel négatif se sera calmé et votre cerveau de la raison aura repris sa place. Donc, la réponse sera plus adaptée. Burnout, fatigue, épuisement, ennui, fatigue de l'âme. Qu'est-ce qui se passe avec le cerveau? Est-ce qu'il existe une voie du moindre effort pour chacun? Cette espèce de fil d'équilibre où à la fois ça glisse et à la fois on n'est pas dans le volontarisme qui fatigue. Vous avez une très bonne expression, moindre effort. Alors effectivement, le cerveau, il est un peu partisan du moindre effort et ça se comprend. C'est-à-dire que le cerveau veut toujours travailler à l'économie. Il veut économiser son énergie cérébrale. Donc, il va aller assez facilement vers des automatismes. Et pour simplement économiser, vous savez, les lobes frontaux, ce cerveau de la raison, il est formidable, mais il utilise beaucoup d'énergie. Donc, quand on peut prendre des raccourcis, quand on peut aller sur des formes automatiques de pensée, eh bien, on va plus vite. Sauf que ces formes automatiques de pensée, elles sont un peu moins fiables. Et surtout quand on est sous stress. Quand on est sous stress, on va avoir tendance à reproduire des comportements qui ne nous rendent pas service, mais là, on n'est plus vraiment dans la maîtrise, on n'est plus dans ce qu'on appelle les centres exécutifs, on est plutôt dans le réactionnel. Donc là, eh ben, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? C'est aussi beaucoup de neurobiologie. Hein. On va être sous l'effet du stress, on va être sous l'effet du cortisol, on va être sous l'effet d'un certain nombre de petits composés chimiques qui font que on n'aura pas forcément la réponse très adéquate. Alors, la neuroperformance, finalement, c'est quoi? Alors, c'est tout sauf écraser son voisin. Déjà, ma première réponse, c'est que souvent, on dit oui, le neuroperformance, on met ça un peu dans le basket du transhumanisme, de l'homme augmenté, on va se pluguer des choses dans le cerveau, etc. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas. Il faut avoir un discours de vérité. C'est vrai qu'il y a certaines centres de recherche, certaines parties du monde. Je pourrais citer Elon Musk, par exemple, le patron emblématique de Tesla, SpaceX et compagnie, qui est aussi le patron de Neuralink, qui essaye de travailler sur des implants cérébraux pour booster votre mémoire, etc. Bon, moi, je vais vous dire une chose, je ne me place pas du tout dans cette école-là, en tout cas dans ce mouvement-là. Quand je parle de neuroperformance, je dis simplement une chose, c'est que, un, nous utilisons très mal notre cerveau, nous passons en général nos journées à le contraindre, à le martyriser. Deux, on le connaît très très peu. Et quand je dis cela, je ne fais pas la leçon. Moi, il a fallu un accident cérébral pour que j'aille vers cette aventure de la compréhension. Donc, je suis le moins bien placé pour faire la leçon à qui que ce soit. Mais je dis une chose simplement, c'est que du fait de cette mauvaise compréhension et de cette mauvaise utilisation, eh bien, effectivement, le résultat n'est pas ce qu'il devrait être. Donc, la neuroperformance, pour moi, en tout cas, c'est pas du tout d'aller se greffer des choses ici et là, c'est de mieux comprendre et utiliser l'existant, c'est-à-dire la richesse de nos différents petits cerveaux. Euh, et quand, quand on commence à se mettre dans cette aventure, parce que c'est vraiment une aventure, c'est une aventure de la connaissance, eh bien, ça devient à la fois d'abord, c'est très drôle. La première des choses, c'est pas une discipline de faire. C'est très amusant d'essayer des trucs. Alors, c'est concret hein, au travers de son alimentation, au travers de la méditation, au travers de l'activité physique, au travers de différentes choses. C'est très amusant d'aller vers cet effort de compréhension. Et puis, quand même, c'est très utile. Vous avez cité alors l'alimentation, la méditation, la respiration. S'il devait y avoir 5
clés ou leviers au quotidien pour Ah, justement mieux se neuro-gérer ou oui, neuro-développer, quels seraient-ils? Et ensuite, il y oui. a une deuxième partie à la question, c'est Mhm. s'il y avait une recette pour perdre le contrôle de sa vie, quel serait donc l'opposé en fait, c'est cette recette? C'est encore une fois, c'est une super question. Avant de répondre à la question, il y a pas forcément une recette magique, mais Bien il y a sûr. quand même des fondamentaux. Donc, la première partie de votre question. Premièrement, le sommeil. Le sommeil est absolument primordial pour avoir un fonctionnement cérébral optimal, en tout cas même satisfaisant, pour deux raisons très, très simples. Pendant le sommeil, vous allez avoir des travaux enfin, au niveau cérébral de consolidation mémorielle. Donc, vous allez consolider tout ce que vous avez ingurgité dans la journée. Donc, la mémoire, l'apprentissage est directement lié au sommeil. Et puis, le deuxième processus qui est très important pendant le sommeil, c'est que vous allez nettoyer la machine cérébrale. Vous allez passer vos neurones au Karcher. Donc, si vous n'avez pas un sommeil en quantité et en qualité, de bonne qualité, enfin de bon niveau, vous n'allez plus être capable d'apprendre comme il faut, de mémoriser comme il faut, et votre machine cérébrale ne va pas pouvoir se régénérer comme il faut. Donc, sommeil, premier point très important. Deuxième point très important pour avoir un cerveau en bonne santé, la curiosité. Il faut apprendre, la curiosité des êtres, des choses. Alors là, on a un petit paradoxe, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le cerveau, il aime bien aller dans les routines, il aime bien aller vers ce qu'il sait faire. Donc ça, c'est une tentation un peu naturelle. Donc il faut un petit peu se forcer, il faut aller vers les autres, vers la compréhension. C'est comme ça qu'on développe ces capacités cérébrales, synaptiques, etc. Ce faisant, on aura un cerveau qui va être en meilleure santé. Et autre aspect qui est très important, c'est qu'on va le renforcer. Donc, si on continue toute sa vie à être curieux des choses, à apprendre, etc., c'est aussi le meilleur service qu'on peut se rendre. Il y a des études de corrélation, par exemple, entre les apprenants et puis la survenue d'un certain nombre de maladies neurodégénératives. Alors, je ne dis pas, évidemment, il faut être toujours très prudent et très humble. C'est pas parce que vous allez apprendre toute votre vie que vous allez échapper à tout. Bien Bien sûr sûr. que non, c'est autrement plus complexe, Ouais. mais on sait en tout cas que se mettre dans une position d'apprenant est le meilleur service qu'on peut rendre à son cerveau. Ouais. Troisième point, tout ce qui est de l'ordre de la méditation, de la respiration. Alors là, il y a une littérature déjà depuis 20-30 ans abondante sur le sujet. Donc là, il faut sortir un peu des discours sans fin entre parfois entre les oui-oui d'un côté et puis les cyniques de l'autre. Ce n'est plus à prouver. La méditation, la respiration transforme votre cerveau de l'intérieur, aussi bien au niveau de sa structure que de son fonctionnement. Donc, on n'en est plus à se dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien. On sait que c'est formidablement utile pour le cerveau. Donc maintenant, il faut passer à l'action. Alors, on n'est pas tous des méditants forcenés. On n'a pas tous envie de consacrer 1 heure par jour à faire de la pleine conscience. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de petits exercices ou d'outils qui sont tout à fait efficaces et qui sont bah, finalement un peu à la carte. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas tout à fait prêt à aller faire de la pleine conscience 1 heure par jour, ou vous n'avez pas le temps, ou ce n'est pas votre tempérament, eh bien peut-être que vous serez plus attiré par des exercices de cohérence cardiaque, par exemple, qui sont des exercices de contrôle respiratoire, 2-3 fois 5 minutes par jour, donc c'est beaucoup moins en termes de temps, et c'est tout aussi efficace. Quatrième point, je dirais peut-être le sport, l'activité physique. Là encore, le rapport, le lien entre l'activité physique et la vitalité cérébrale n'est plus à démontrer. Donc, il faut y aller. Voilà. Et on n'est pas tous forcément fanats de sport. Ça n'a aucune importance. On peut aller marcher. On peut aller marcher dans la nature. Il y a plein de choses à faire. Ce qu'il faut, c'est qu'en fait, à chaque fois, on a les fondamentaux et on va piocher. On va se dire, tiens, bah ça j'aime bien. Parce qu'une chose qui est très importante derrière tout ça, c'est que le cerveau, c'est un marathonien. Donc, le cerveau, il va pouvoir progresser dans la durée. Donc,
pour agir dans la durée, ben, il faut quand même avoir un certain plaisir à faire les choses. Si Ouais. vous êtes dans la contrainte, vous allez faire ça 15 jours et puis au bout d'un mois, ce sera terminé. Donc, il faut aller piocher vers ce qu'on aime faire et puis progressivement renforcer tout ça. Et peut-être un cinquième point, vous m'avez demandé 5 points, je dirais juste un mot sur l'alimentation, absolument essentiel pour le cerveau. Hein, on a tendance à croire, ce qui est juste, que ce que l'on mange a un effet immédiat sur le corps, évidemment que c'est vrai, mais aussi sur le cerveau. Le lien entre l'intestin et le cerveau est tout à fait direct. Donc il faut faire attention à cette dimension-là. Quand on donne n'importe quoi à manger à son corps, eh bien, ça a une répercussion quasi immédiate sur le cerveau. Mais là encore, un petit point, une petite réserve, c'est que on va pas être ayatolesque. On va pas se dire, allez, à partir de là, je ne mange plus de sucre, de ça, de ça, de ça. Mais non, il faut se faire plaisir, ça fait partie de la vie. Simplement, il faut, comme un pilote à bord de son cockpit, on essaie de faire un petit peu plus attention. Je pourrais donner 2 exemples. Par exemple, le sucre, on mange beaucoup trop de sucre raffiné. Le sucre est très addictogène et finit par abîmer le cerveau. Le gras, de la même façon. Donc, voilà, on peut faire un petit peu attention à tout cela. Et puis, sur la deuxième partie de la question, Ce sont les downs, euh, que c'est la recette pour se perdre quelque part. oui, alors, je dirais la perte de sens. Quand on perd le sens de son action, de ce pourquoi on est sur Terre, en fait, finalement, là, le cerveau commence à dysfonctionner. Alors, pour dire les choses très crûment, c'est que quand on ne sait plus pourquoi on se lève le matin, là, là, on met le cerveau à risque. Ça, c'est très clair. Deuxième point, quand on ne prend plus soin de soi. Je parlais tout à l'heure des résilients et des hyper résilients. On a noté dans les études qui ont été faites que les résilients, comme par hasard, étaient des gens qui prenaient soin d'eux. Et donc là, on rejoint le point précédent, prendre soin de soi au travers de l'alimentation, etc. Donc, le soin de soi est extrêmement important. Troisièmement, je dirais, et c'est très lié au sens, c'est que quand on confond, en fait, vous savez, on a plusieurs sources finalement de plaisir et d'accomplissement. On a tout ce qui est hédonique, le plaisir à court terme. Alors là, c'est le striatum, c'est le limbique. Hein. Vous achetez une paire de chaussures, vous allez faire ceci, etc. Là, c'est des décharges de dopamine. Si on croit que le bonheur, on va trouver le bonheur en ayant comme ça des décharges de dopamine matin, midi et soir, là, vous pouvez être sûr que vous allez vous perdre très rapidement. Vous avez en fait des phénomènes d'habituation hédonique qui vont faire en sorte qu'il faudra toujours en fait avoir une charge supplémentaire. Vous devenez junkie du plaisir. Je ne dis pas, et en disant cela, je ne dis pas qu'il faut s'affranchir de tout plaisir. Hein. C'est très aujourd'hui, par exemple, aller boire une bière à une terrasse avec un ami, c'est un plaisir formidable. Mais je dis qu'il ne faut pas croire, s'entourer de cette illusion en fait que on sera heureux parce qu'on multipliera les sources de plaisir à court terme. Il faut, parallèlement à cette recherche de plaisir à court terme, avoir une réflexion davantage sur le sens, sur le long terme, sur le pourquoi de son action, l'utilité, etc. Donc ça, c'est très important. Et puis peut-être deux autres points. Se sortir, de la tyrannie du regard social. Euh, on est dans un monde de dingue. On est dans un monde excessivement narcissique. Oh Vous oui. savez, l'ego, son ego, en fait, il y a deux moteurs, de drivers par rapport à l'ego. Il y a ce qu'on pense nous de nous, mais il y a aussi ce que les autres pensent de nous. Et on est évidemment très, malheureusement, un petit peu trop sensible au regard de l'autre. Donc, il faut sortir de cette tyrannie. Parce que, in fine, de toute façon, ça nous amène, c'est une prison mentale. Donc, il faut sortir de cette tyrannie du regard de l'autre. Et puis, le dernier point, j'en aurai 5, la tyrannie du temps. Et ça, on en parle très peu. Moi, quand j'accompagne des gens, par exemple, je les vois tout de suite, cette tyrannie du temps arrive. Je dis, oui, mais j'ai pas réussi à faire ça, et machin, et je m'étais dit, je me donne 3 mois pour faire ceci, pour faire cela, etc. Plus vous allez vous mettre dans des tyrannies du temps, et moins vous aurez de chances de progresser. Donc, il faut sortir cela
de sa réflexion, ça mettra le temps que ça mettra. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et en termes de résilience, c'est extrêmement important. Moi, j'ai fait toute ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs à cause de cette tyrannie du temps. Je voulais faire ça, je me mettais des calendriers. Je dis, allez, vous savez, c'est les bonnes résolutions de début d'année, c'est tout un ensemble de petites choses. Et quand on comprend qu'en fait, que le meilleur moyen de gagner du temps, c'est justement de sortir de cette tyrannie du temps, là, on change tout. C'est-à-dire que on se met dans une posture d'action, mais sans se dire, voilà, il faut qu'à 3 mois, il faut que j'ai atteint tel objectif. Ça mettra le temps que ça mettra. Voilà. Et si j'ai un conseil vraiment à donner aux internautes, c'est vraiment de se dire maintenant, mettez-vous dans l'action petit pas par petit pas, parce que le cerveau, si vous lui donnez des objectifs trop importants, il va se gripper, il va s'inhiber, il va se bloquer. Donc, mettez-vous des petits objectifs et rehaussez-les au fur et à mesure de vos succès. Voilà. Merci Erwan pour cette parfaite symétrie sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire. Endorphine, dopamine, sérotonine, oxytocine, cortisol, c'est quoi? Quel est leur rôle? Comment est-ce qu'elles influencent nos actes et nos réactions? Alors là, c'est toute la chimie du cerveau. Alors, ce sont pour certaines des hormones et pour d'autres des Des neurotransmetteurs. neurotransmetteurs, absolument. Alors, les neurotransmetteurs, juste en 2 mots, c'est quoi? En fait, ce sont des composés chimiques qui sont créés par des neurones et qui vont aller vers un autre neurone et qui vont permettre en fait la connexion entre ces neurones. Donc, si vous avez des dérèglements au niveau de cette chimie intérieure, eh bien, les neurones ne peuvent plus communiquer entre eux. Les hormones, eux, sont produites par des glandes endocriniennes et donc sont diffusées au travers du sang, etc. Mais tout ce petit monde-là, cette famille chimique, évidemment, elle interagit les uns sur les autres. Donc, si vous avez, par exemple, des déficits en termes de dopamine, par exemple, bah, vous aurez des problèmes à agir, vous aurez des problèmes de motivation. Si vous avez des déficits en termes de sérotonine, vous aurez des troubles de l'humeur, des troubles du comportement. Si vous avez parlé de cette fameuse hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est vraiment l'hormone de la relation à l'autre, du soin à l'autre, de l'amour à l'autre. Si vous avez des petits dérèglements au niveau ocytonien, ben là, effectivement, dans votre relation à l'autre, ce sera un petit peu plus compliqué. Donc, c'est toute cette chimie intérieure, cette chimie du cerveau qui est si essentielle et qui se travaille. Et là, je reviens à mon point précédent. Alors, moi, je ne suis pas du tout contre la chimie. Je veux dire, il y a un certain nombre de médicaments qui, dans certains cas, sont extrêmement utiles. Mais si on prend la sérotonine, par exemple, les déficits en sérotonine, alors vous pouvez prendre des antidépresseurs, hein, c'est juste l'antidépresseur va essayer d'agir sur ces déficits en sérotonine, mais il y a aussi, peut-être avant, bien d'autres moyens naturels de essayer de restaurer ces niveaux de sérotonine. On sait par exemple que le sport a des effets tout à fait intéressants en termes de régulation de la sérotonine. Donc, ce que je veux passer comme message, c'est que avant d'avoir ce réflexe très français d'aller chez son médecin, de ressortir avec une ordonnance qui fait 50 lignes et de considérer que ce sera un mauvais médecin si vous sortez sans ordonnance, il faudrait peut-être essayer d'aller vers la compréhension de tous ces mécanismes et se dire que si votre médecin ne vous a pas donné une ordonnance avec 10 ou 20 lignes, ce n'est pas forcément un mauvais médecin. C'est un médecin qui prendra le temps de faire les choses comme il faut. Donc, faire attention à ça, il faut faire attention à cette tentation qui est, encore une fois, qui est très marquée chez nous, hein, plus marquée en France que dans la plupart des autres pays, et essayer d'aller vers cette compréhension du cerveau et de s'en occuper au travers de choses tout à fait naturelles que sont l'activité physique, le sport, la méditation, etc. On peut faire énormément pour sa vitalité cérébrale de façon naturelle. Winston Churchill nous disait: le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Y a-t-il des vertus à l'échec? Oui, l'échec fait partie intégrante en C'est fait du l'apprentissage quelque part. processus. Ouais. Mais oui, exactement. En fait, il faudrait, et là encore, je pense qu'on doit travailler sur cet aspect-là culturellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre et réussir sans avoir échoué. Ça fait partie
du processus. Donc, il faut arrêter de stigmatiser l'échec. Ou pire, vous savez, dans beaucoup d'entreprises, on est sous le feu des injonctions contradictoires. On vous dit, allez, soyez autonome, prenez des risques et machin, et puis dès le premier échec, on vous tape dessus. Que fait un cerveau normalement constitué? Il n'est pas prêt de s'y reprendre, vous n'êtes pas prêt de le reprendre à deux fois. Donc évidemment, il va s'inhiber, il va dire oh non non, moi j'ai compris. La première fois quand j'ai pris des initiatives, etc. Je m'en suis pris plein la tête en retour. Donc j'arrête, je me mets en position réactionnelle. Donc l'échec fait partie du jeu. Il faut l'accepter. Il faut surtout le comprendre. Et évidemment, si vous échouez 10 fois pour les mêmes raisons, là, il faudra vous poser 2-3 questions. Mais l'échec fait partie intégrante de l'apprentissage, de la prise de risque, de l'autonomie. Donc, il faut le considérer comme tel. Et il y a un point qui est très important et qui est difficile peut-être à expliquer. C'est que quand vous êtes dans ces mécanismes apprenants de résilience, etc., je peux vous dire qu'au bout d'un moment, en fait, vous en fichez d'une certaine façon de l'échec. C'est-à-dire que l'essentiel, ça n'aura pas été la réussite ou l'échec in fine. L'essentiel, ça aura été le processus d'apprentissage. Et quand vous arrivez à cette dimension-là, eh bien, comme par hasard, vous avez beaucoup plus de réussite parce que vous êtes tellement focalisé sur le processus d'apprentissage que vous allez libérer toute votre énergie, vos dispositions mentales à tout cela. Et vous serez beaucoup moins inhibé par la peur de l'échec ou la réussite ou le regard social dont on parlait tout à l'heure. Vous allez vous libérer de tout cela et vous allez investir votre temps, votre énergie mentale uniquement à l'apprentissage. Donc ça, c'est des points sur lesquels on doit travailler culturellement. En France, on est fort sur un certain nombre de choses et puis on est moins fort sur d'autres choses. Il faut l'accepter. Nos amis anglo-saxons ont une considération de l'échec qui est très différente de la nôtre. Ils ont raison. Il faut travailler là-dessus. Et dernier point, je suis très bavard, mais c'est dès l'école que ça va se passer. C'est dès les premières classes. Parce que si on veut avoir des changements culturels profonds dans un pays, il faut commencer par inculquer tout cela à nos petits dès les premières classes, dès 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, apprendre l'échec, apprendre la coopération, apprendre l'empathie, l'altruisme, toutes ces dimensions qui sont absolument essentielles, apprendre à apprendre, apprendre à faire travailler son attention. Mais est-ce qu'on a des cours d'attention? Est-ce qu'on nous explique comment avoir une meilleure attention, comment faire en sorte… Ben non, on nous explique jamais tout ça. Donc, il faut être un tout petit peu plus, aller dans le détail, être un peu plus pointu sur ces dimensions-là. On y a tout à gagner, à la fois individuellement et collectivement. Une autre question qui consiste à mettre Jacques Brel et Albert Einstein autour d'une table, si vous en êtes d'accord. Jacques Brel dit « Il n'y a aucun talent, il n'y a que du désir ». Ce qui est une manière de dire « Si tu écoutes l'étincelle qui est dans ton cœur, tu peux faire ce que tu veux, mais aussi tout est à ta portée. En poursuivant ton désir et en travaillant beaucoup, tu réussiras. » De son côté, Albert Einstein dit « On ne peut pas demander à un poisson de monter à une échelle », ce qui introduit la notion de zone de confort où des attitudes naturelles peuvent s'exprimer, mais aussi de zone d'inconfort où nos efforts justement nous épuisent et ne mènent à rien. Est-ce qu'on a des talents naturels, biologiquement construits en nous? Est-ce qu'on a… C'est la question de la vocation, ou est-ce que c'est l'inverse? On peut développer n'importe quel talent, construire ses talents. Voilà. Si l'on mettait donc Jacques Brel et Albert Einstein autour d'une table, qu'est-ce qu'ils se diraient? Alors d'abord, ce serait extraordinaire de les mettre autour d'une table. Absolument. Et on vivrait un sacré moment en écoutant ces deux êtres exceptionnels. Alors, de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas, mais Jacques Brel insistait toujours sur la sueur et la transpiration. C'est-à-dire que pour lui, culture de l'effort, il expliquait que le talent n'existe pas ou très peu et que finalement, ce que l'on perçoit comme étant du talent, c'est de la sueur et de la transpiration, c'est du travail, c'est de l'effort, etc. Et d'un point de vue cérébral, c'est assez vrai. Alors, certes, nous avons des prédispositions. Je veux dire,
je peux pas dire que tout n'est que travail et tout n'est que sueur et transpiration. Nous avons des prédispositions, nous avons des tempéraments, nous avons une génétique, nous avons ces valises en nous. Il ne faut pas les nier parce que sinon on passe on passe dans l'autre extrême. Donc nous avons des prédispositions, mais, et c'est le point le plus important, nous avons en nous, grâce à notre neuroplasticité, grâce à l'épigénétique, nous avons la capacité de nous améliorer, de progresser, de nous transformer. Donc, Brel a raison sur cette notion du travail et de la sueur, et c'est au passage, hein, c'est un formidable message d'espoir. Parce que si tout était joué dès la naissance, si on vous disait, bon, finalement, vous savez, le déterminisme génétique étant là, eh bien, ma pauvre dame, désolé pour vous, vous êtes mal né. Ce serait absolument terrible comme message. Ça a été d'ailleurs parfois des messages qui ont été véhiculés de façon, de façon beaucoup trop importante. Donc, c'est un juste équilibre, mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que la part du travail, la part de l'environnement, est beaucoup plus aujourd'hui, beaucoup plus importante que ce que nous avions imaginé. Et juste un mot quand même sur, j'ai parlé de la neuroplasticité, donc cette capacité à nous transformer. Ouais. Un mot sur l'épigénétique, en une seule phrase. L'épigénétique, c'est quoi? C'est la capacité, en fait, à endormir ou à réveiller nos gènes. Donc, ça veut dire que, OK, de naissance, nous avons un certain nombre de prédispositions génétiques, mais nous avons, et je reviens de nouveau à notre comportement, notre attitude et notre mode de vie, nous avons la capacité de soit mettre au repos certains gènes, et en particulier les gènes qui ne sont pas forcément les plus positifs, donc on va les endormir grâce à notre mode de vie. Et à contrario, nous avons cette capacité de réveiller d'autres gènes. Tout ça pour dire qu'entre la neuroplasticité et l'épigénétique, nous avons la main quand même sur notre destinée de façon très importante. Donc, il faut saisir cette opportunité et encore une fois, il faut investir sur soi. Et le mode de vie est évidemment la première des choses. Vous avez parlé de prédisposition. Ça appelle la question des différentes formes d'intelligence. Vous savez, si vous allez par exemple dans une maternité, vous voyez 10 bébés qui sont nés dans les 24 heures, bah, vous allez voir 10 tempéraments. Vous allez voir, il y a des bébés qui sont plus ou moins calmes, plus ou moins agités, etc. Ouais. On a ces prédispositions. Donc ça, ce sont des tempéraments, ça ne sont pas des Oui, formes d'intelligence. voilà, exactement. Ce sont des tempéraments. Après, les formes d'intelligence, elles sont très multiples. Alors là, peut-être d'ailleurs, encore une fois, notre pays a largement construit son système sur deux formes d'intelligence, c'est-à-dire en gros les maths et le français, l'intelligence verbalo-linguistique d'un côté, et puis l'intelligence logico-mathématique. Et au nom de cette construction, on a mis beaucoup d'enfants en difficulté. Parce qu'en gros, on leur disait, si tu es nul en maths et si tu es nul en français, mon pauvre garçon, tu es mal barré et tu es un bon à rien. On sait aujourd'hui, et ça date pas d'hier, sur plusieurs décennies, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits autour de ce concept d'intelligence multiple. On sait qu'il y a beaucoup de formes d'intelligence différentes. L'intelligence de soi, l'intelligence de l'autre, l'intelligence de la nature, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence enfin, il y en a de façon, Howard Gardner en avait répertorié 8, mais il y en a bien d'autres. Donc, ce qui est très important, et en particulier pour les parents, ce qui est très important, c'est que n'enfermez pas votre enfant dans une case sous prétexte qu'il est pas bon en maths ou en français. Il a d'autres talents. Il faut, dans notre pays, il faut arrêter. Alors là, je parlais tout à l'heure de tyrannie du temps, etc. Il y a une autre tyrannie, c'est la tyrannie du diplôme. C'est pas parce qu'on n'a pas fait l'ENA ou HEC qu'on est un bon à rien. Moi, je vais vous dire une chose, dans ma pratique professionnelle, je rencontre des dirigeants qui certains n'ont même pas leur BEPC de l'époque et d'autres sont bardés de diplômes. Ben, je peux vous dire que quand j'essaie d'apprécier la qualité d'un dirigeant, je me fous royalement de ses études. En revanche, j'apprécie, en fait, moi j'ai un petit baromètre
interne. J'apprécie son intelligence cognitive, évidemment, sa capacité à raisonner, mais j'apprécie aussi beaucoup son intelligence des émotions, sa capacité en fait à gérer ses propres émotions et les émotions des autres, son intelligence des relations, sa capacité à interagir avec les autres. Et ça, c'est pas une question de diplôme. Au contraire, même souvent l'intelligence relationnelle est très très forte chez les personnes qui n'ont pas beaucoup de diplômes, parce que justement elles ont dû aller investiguer ce champ d'intelligence. Et puis dernier point aussi qui est très important pour moi, l'intelligence des situations, la capacité à s'adapter, ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Et ça, encore une fois, c'est pas une question de diplôme. Je vous rejoins à 100%. On a beaucoup parlé de cerveau. Il y a également Pétrarque au XIVe siècle qui, dans son livre, sur sa propre ignorance et celle de beaucoup d'autres, nous dit « Chez un homme de mauvaise volonté, la difficulté de la vertu et la séduisante facilité du vice peuvent assurément, une fois connues, entraîner l'âme paresseuse et hésitante dans la mauvaise voie. » Qu'est-ce que pour vous les vertus et leur rôle? Est-ce que domestiquer ses émotions, prendre sa vie en main, est-ce qu'il en va justement de la responsabilité personnelle? Oui, absolument. C'est la question Et quel est le derrière rôle des tout ça. vertus? Voilà. Oui, alors c'est la question du libre arbitre, c'est la question du pouvoir qu'on a sur sa propre évolution, etc. Alors dans la première partie de votre question, effectivement, si vous êtes assujetti à vos petits plaisirs, vous devenez esclave de vous-même. Je me souviens plus de la formulation exacte de la citation que vous avez citée, mais ça fait référence en fait au fonctionnement cérébral qui fait que si on est uniquement drivé par son cerveau limbique, son striatum, qui est une recherche pure de plaisir, mais de plaisir hédonique, on va pas aller bien loin. C'est pas ça qui va nous rendre heureux. On va être consommateur. On va consommer. Alors, les uns vont consommer des vêtements, les autres un certain nombre de plaisirs immédiats, mais c'est pas cela qui va nous grandir. Encore une fois, dans le cerveau, on est un peu prisonnier de notre cerveau limbique, de cette recherche de plaisir à tout prix, mais on a des zones quand même, et là je parle du néocortex, et en particulier des lobes frontaux du cortex préfrontal, ce sont des zones qui sont beaucoup plus élaborées et qui justement sont là pour essayer de réguler, pour essayer de nous faire progresser, pour essayer finalement de nous passer du rang un peu primaire, un peu primate, j'allais dire, à un rang un petit peu plus évolué. C'est pas pour rien si on a ce néocortex, c'est pas pour rien s'il nous distingue tant des autres espèces animales. L'évolution nous a doté de ce cortex parce que on a été obligé de coopérer, d'interagir les uns avec les autres, etc. Donc, essayons d'utiliser cette partie du cerveau. Quand je dis cela, je ne dis pas qu'il faut se priver de toute source de plaisir. C'est très bien d'avoir des sources de plaisir, mais je dis que voilà, il faut avoir le bon équilibre dans tout cela pour sortir de cette dimension un petit peu d'asservissement. Que aussi, il faut bien le dire, et là on est dans un moment de l'histoire qui est très important. Depuis Oui. 30 ans, le consumérisme s'est imposé. Les transcendances collectives, que ce soit religieuses, que ce soit philosophiques, etc., se sont un peu effondrées, et donc le marché s'est engouffré et nous a fait croire, nous a bercé d'illusions en disant que finalement notre bonheur résiderait dans l'acquisition, dans l'avoir. On voit bien aujourd'hui, et c'est une opportunité exceptionnelle. Je trouve que les 3 derniers mois que nous avons passés, qui ont été éprouvants et qui aussi nous ont permis de reposer enfin des bonnes questions sur l'être, sur la relation à l'autre. Le fait d'avoir été coupé de la relation à l'autre dans ces 3 mois de confinement nous a rappelé toute l'importance de l'autre dans notre construction cérébrale. Le cerveau est social, le cerveau a besoin de l'autre. Donc, si aujourd'hui, on peut aller vers des réflexions qui seront davantage de l'être et un petit peu mettre en sourdine ou relativiser l'avoir, eh bien, je crois que notre société, notre civilisation s'en portera pas plus mal. Est-ce que pour vous, le courage vient du cœur ou il vient de la tête? Ou est-ce qu'il vient des pieds? J'ai travaillé 10 ans pour la Croix-Rouge internationale dans les pays en guerre. Quand j'étais sur le terrain et quand j'étais sous les bombes à Kaboul ou en ex-Yougoslavie, au Kosovo ou ailleurs, quand j'avais des équipiers qui arrivaient
et qui commençaient à jouer les gros durs en disant qu'ils avaient peur de rien, j'étais très soucieux. Et quand c'était vraiment à l'extrême, je les renvoyais immédiatement à Genève. Parce que le courage, ce n'est pas de n'avoir peur de rien. La peur est tout à fait normale. Elle fait partie du système, d'un système très ancien dans notre cerveau qui permet de nous sauver la vie en beaucoup d'occasions. Donc la peur, c'est tout à fait normal. Le système du stress, il est tout à fait normal. C'est des systèmes de régulation. Le courage, ça peut être aujourd'hui pour un bon dirigeant de dire je me suis trompé, j'ai pas compris, je dois vous écouter davantage. Et le courage, en cela, on aura tout de suite, il sera lié à une forme d'autorité naturelle et non pas à une forme d'autoritarisme où j'impose ou etc. Et c'est très important dans le contexte actuel. Je suis beaucoup intervenu auprès de grands groupes sur le confinement, par exemple. Et en fait, il y a quasiment autant de réactions individuelles que d'individus, que de comportement par rapport à ce moment que nous avons passé. Certaines personnes ont très bien vécu le confinement. Certaines personnes en ont profité pour réfléchir à certaines choses, se rapprocher de leurs enfants, de leurs conjoints, etc. Donc, en soi, n'ont pas vécu le confinement comme une difficulté majeure. Et puis, à l'opposé, pour d'autres personnes, ça a été très compliqué. Alors, c'est normal. Nous ne sommes pas faits du même moule. Nous n'avons pas les mêmes facteurs de protection et de vulnérabilité. Hein. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir vécu ces situations très différentes. Et donc, aujourd'hui, pour le leader, le dirigeant, il doit intégrer tout cela. Et pourquoi je vous parle de cet exemple? Parce que le courage, c'est aussi de montrer sa vulnérabilité, de montrer ses fragilités. Je suis intervenu l'autre jour sur une conférence à distance, on était plusieurs centaines, et le DG a pris la parole en disant que telle situation l'avait mise en difficulté, qu'il s'est senti fragilisé psychologiquement dans tel cas, etc. Et du coup, en exprimant ouvertement et de façon très sincère sa fragilité, il a permis à ses collaborateurs d'en faire de même. Et là, c'est très intelligent parce que vous rentrez dans une relation authentique. Après, effectivement, pas non plus aller dans un extrême inverse, c'est sûr que si vous êtes dirigeant et que toutes les 5 minutes, vous exprimez vos fragilités, là, vous allez aller au-devant d'un certain nombre de problèmes. Parce que au bout d'un moment, OK, au début, c'est bien parce que vous permettez les échanges, mais au bout d'un moment, votre légitimité sera questionnée et votre solidité mentale sera questionnée par vos troupes. Donc, c'est un juste équilibre. Cette notion de courage, aujourd'hui, elle est beaucoup plus large que précédemment. Elle englobe des questions aussi éloignées que d'un côté de la vulnérabilité, de la fragilité, de l'autre de la force mentale, de l'autre de la force de résilience. Et ce qui fait aujourd'hui que cette période est aussi fascinante quand on est dirigeant, mais elle est beaucoup plus compliquée que par le passé, et d'où la nécessité pour tout dirigeant de maîtriser bien davantage ses processus cérébraux, les siens et ceux de ses équipiers. Merci Erwan. Tout est opinion et dépend de toi. Tout est opinion et l'opinion dépend de toi. C'est une invitation de Marc Aurèle qui est un des incarnateurs de la pensée stoïcienne. Qu'est-ce que cela vous inspire? Un conseil pratique pour ceux qui nous écoutent, coupez vos télés d'information continue et relisez les stoïciens. Vous vous rendrez un double service. Parce que la pensée stoïcienne qui date de 2000 ans, plus de 2000 ans, a tout compris, ou en tout cas a compris beaucoup du cerveau avant les IRM fonctionnels et avant la technologie. Alors, moi, je suis effectivement un grand partisan, en tout cas, de la pensée stoïcienne. Alors, juste peut-être revenir sur 2-3 concepts qui sont tellement importants aujourd'hui. La première chose, c'est cette espèce finalement d'acceptation, mais au sens de prendre acte de, et surtout de réserver son énergie mentale sur ce que l'on peut vraiment changer. On passe notre vie, notre temps à essayer de changer des choses sur lesquelles on n'a pas la main.
on se fatigue, on se frustre, c'est un combat perdu d'avance. La pensée stoïcienne, elle disait non, ne perds pas ton temps là-dessus. Sois suffisamment sage pour te dire ok, qu'est-ce que je peux vraiment changer? Ce que je peux changer en premier temps, d'ailleurs, ce sont mes croyances. C'est moi, c'est ma façon de voir les choses, etc. Avant de vouloir changer les autres. Donc cette dimension de réserver son énergie sur ce qu'on peut vraiment changer, elle est essentielle, et surtout dans des contextes où notre énergie mentale est un peu entamée. La deuxième chose qui était importante chez les stoïciens, c'est cette interconnexion et cette notion de causalité. Tout est la cause d'un acte passé. Donc, derrière tout ça, il y a quand même la dimension de responsabilité, responsabilité personnelle, responsabilité collective. Et donc, ça aussi, c'est une dimension qui aujourd'hui est très importante par rapport en particulier aux prochaines générations, par rapport à nos enfants, etc. Euh, donc, euh, voilà, enfin, 2-3 points, évidemment, on pourrait faire 3 heures là-dessus et beaucoup plus, mais je pense que c'est important d'avoir cette pensée stoïcienne en tête aujourd'hui pour être plus pertinent, en fait. C'est tout simplement ça, pour agir de façon plus éclairée, plus pertinente, et non pas, encore une fois, j'insiste sur ce point-là, mais il est tellement important. L'acceptation n'est pas le reniement, n'est pas la résignation. L'acceptation au sens de je prends acte de. Si vous n'avez pas cette acceptation, vous n'arriverez pas à mettre en place des processus de résilience. Donc l'acceptation est à la base de tout. Et encore une fois, vous ne niez pas les événements, vous ne niez pas votre souffrance, vous apprenez à vivre avec et à vous développer avec. Merci Erwan. Erwan, devenir un être complet ou un être intégral, on entend souvent parler de leadership authentique, de leadership intégral. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Dans votre phrase « devenir un être complet », je retiens le devenir. Voilà. C'est-à-dire, je retiens de nouveau ce processus d'apprenant. Moi, un être complet, On est je ne des sais êtres pas en ce que c'est. croissance, quoi. Voilà, nous sommes des êtres en croissance. Là, on peut revoir les travaux notamment de Carol Dweck de Stanford qui sont très intéressants sur le mindset, c'est-à-dire que quand vous mettez les enfants, et c'est vrai pour nous tous, quand vous mettez les êtres dans une logique de progression, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et là, on rejoint Brel avec la dimension du travail, de la sueur, de la Oui, transpiration. tout à fait. Quand vous mettez les gens dans des cases en leur disant tu es un super élève, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous les figez. Les enfants n'auront qu'une peur, c'est de vous décevoir. Donc, ils ne prendront plus aucun risque. Et c'est tout aussi vrai pour les adultes. Donc, un être complet, etc., je ne sais pas ce que c'est. Un être apprenant, je sais ce que c'est. En tout cas, je travaille sur cette dimension-là. Devenons des apprenants et mettons au placard, au rebut, nos costumes de sachants. C'est le meilleur service à rendre à un cerveau. On est des êtres en croissance, on est des êtres apprenants. Un enfant vous dit je suis imparfait et l'autre aussi. Et aimer comment ça marche. Qu'est-ce que vous lui dites? Eh bien, je lui dis que d'abord, la première chose, c'est formidable qu'il soit imparfait parce que le monde serait pénible s'il était peuplé que de gens parfaits. Donc, je lui dirais que ça fait partie de la vie. Je lui dirais qu'il il va falloir aussi qu'il apprenne à aimer ses imperfections. Ça fera partie aussi de son charme, ça fera partie de sa personnalité. Rien n'est pire, encore une fois, rien n'est pire que la perfection. Et on voit où les systèmes autoritaires nous ont menés justement au nom de cette recherche de perfection. Donc c'est un mythe, c'est une illusion. La perfection n'existe pas. Donc je dirais à cet enfant de cultiver à la fois ses imperfections et puis évidemment d'essayer de progresser, de continuer à progresser. Et encore une fois, le meilleur driver pour cela, c'est l'action. Vous savez, le cerveau n'est pas fait pour la théorie.
Le cerveau n'est pas fait pour emmagasiner de la théorie pendant des heures et des heures. Évidemment qu'il faut apprendre, mais on n'apprend jamais autant plus efficacement que quand on se plonge dans l'action. Et là, de nouveau, on rejoint ce dont on a parlé tout à l'heure, l'échec qui fait partie du processus, la volonté d'oser, la volonté de prendre des risques, la volonté de se mettre parfois un petit peu en difficulté. C'est comme ça qu'on va se comprendre. Ça me fait penser à une phrase, alors je ne l'ai pas en tête, mais de Mike Horn, l'aventurier, qui expliquait que si vous attendez d'avoir toutes les données avant de partir, avant de vous lancer dans un défi, ben vous attendrez toute votre vie. Prenez 10%. Si vous avez 10%, vous pouvez commencer à partir et vous aurez les réponses tout au long du chemin. C'est ça que je dirais à cet enfant. Une étude récente parue dans l'Express, il me semble, indique que la santé psychologique et psychique s'est dégradée pour 3 télétravailleurs sur 10. Vous êtes dirigeant, qu'est-ce que vous faites? Ce qui compte, c'est la co-construction, l'écoute, le fait de personnaliser son management. On ne peut plus mettre en place comme ça des systèmes aveugles pour l'ensemble des collaborateurs. Ça ne marchera pas. Moi, je crois beaucoup plus à l'évolution qu'à la révolution. Je crois que c'est une opportunité aujourd'hui exceptionnelle d'évoluer beaucoup plus vite. Il y a une accélération évidente, notamment sur les processus de travail à distance, etc. Maintenant, il faut trouver la meilleure hybridation. La responsabilité du dirigeant aujourd'hui, elle est de transmettre de l'énergie. Elle est de transmettre de l'envie. Vous êtes, entre autres, conférencier, Erwan. À quoi pensez-vous juste avant de monter sur scène? Il y a 10 ans, j'ai eu un accident cérébral à la suite d'une opération. Ouais. Je me suis retrouvé en fait sans pouvoir plus faire grand-chose, cloué au lit. Je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus marcher correctement, je ne pouvais plus évidemment travailler, jouer avec mes enfants, conduire, je ne pouvais plus faire grand-chose. J'ai mis des années à m'en remettre en travaillant sur mon cerveau, ma plasticité cérébrale, etc. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, donc 10 ans après, à chaque fois que j'interviens quelque part, ces images me reviennent en tête. C'est-à-dire que j'étais dans une période de ma vie très vulnérable, très diminuée et très seule. Il y a 2-3 ans, je suis invité à France Inter pour faire l'émission Grand bien vous fasse d'Ali Rébéi. Donc, c'était une de mes premières émissions en direct, 1 heure, etc. J'arrive à France Inter, je ne savais pas du tout ni avec qui j'allais converser, etc., à peine le sujet. Et j'arrive à France Inter et à l'accueil, je vois mon nom avec le thème et je vois Lionel Nakache. Lionel Nakache est un des plus grands neuroscientifiques français. Et moi, j'ai énormément d'admiration pour Lionel Nakache. Et quand je vois l'affiche, je me dis, mais moi, j'ai juste envie de l'écouter. Et au moment du générique, tout me revient en tête. La souffrance, la difficulté. C'est moi et c'est moi à ne pas être foutu capable de marcher droit. Tout me revient en tête. Et avec un moment vraiment d'émotion très fort, et je me dis, mais allez, il faut essayer de prendre sur toi, parce que là, tu peux pas, voilà, tu peux pas être complètement pris par l'émotion, tu dois quand même assurer une émission, etc. Et je vous raconte cette anecdote parce qu'elle est toujours très profondément ancrée en moi, c'est-à-dire que en bon résilient, je n'oublie rien. Et je n'oublie certainement pas les périodes de ma vie qui ont été très difficiles, qui ont été nombreuses. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, je me méfie beaucoup de l'héroïsation. Parce que quand on a vécu, on sait que la vie, c'est comme ça. Voilà. Et on peut avoir des moments effectivement plus heureux que d'autres. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un moment de ma vie qui est très heureux, très accompli, mais je ne suis dupe de rien et je sais que ça peut demain s'arrêter à cause d'une maladie, à cause d'un accident, à cause de plein de choses. Je fais un conditionnement mental aussi juste avant d'intervenir. Alors comment je le fais? Je le fais de différentes façons. Je peux faire un exercice de cohérence cardiaque qui va me permettre de prendre de la hauteur, en fait, qui va me permettre d'oxygéner mon cerveau et d'être beaucoup plus après, comme disent les anglo-saxons, to the point, pertinent. Et puis, j'utilise beaucoup la musique parce que j'adore la musique. La musique est pour moi essentielle dans ma vie. Et en fonction de l'intervention que je vais avoir, je vais mettre
tel ou tel morceau juste avant pour me conditionner mentalement. C'était un travail de mentalisation. C'est un peu comme, vous savez, les skieurs qui, avant de descendre leur piste, vont imaginer leur piste. Donc, c'est un travail de mentalisation que font d'une autre façon. Et moi, la musique me permet de me mettre dans un conditionnement mental sur mesure en fonction du travail que j'ai à faire après. Merci Erwan. Relation à l'autre. Mère Teresa nous dit, pour répandre la joie, il est nécessaire d'avoir de la joie dans sa propre famille. Nous avons tous besoin de joie et la joie est faite pour circuler. La joie, on la reçoit et puis on la donne. Est-ce qu'on peut être heureux tout seul? Est-ce qu'on a besoin de l'autre pour se transformer? Alors ça, c'est un point très très important et surtout, si on veut être utile aux autres, il faut être à minima en bonne forme mentale et physique. C'est-à-dire que dans les professions de soins ou dans le social aussi, on voit souvent cette empathie affective, c'est-à-dire que les gens sont tellement omnibulés par leur mission qu'ils finissent par s'oublier. Ils finissent par oublier leur état mental du moment, leur état physique, etc. Et c'est là où arrivent les catastrophes, c'est là où arrivent les burn-out dont vous parliez tout à l'heure. C'est souvent des gens très surinvestis émotionnellement. Et au bout d'un moment, ils n'arrivent plus à faire la part des choses. Ils n'arrivent plus, en fait, toute la misère du monde leur tombe dessus. Ils n'arrivent plus à la gérer. Il faut, et c'est pas du tout égoïste. C'est pas du tout égoïste. Il faut prendre soin de vous. Moi, je parle souvent d'un altruisme égoïste ou d'un égoïsme altruiste, je sais pas, mais c'est très important cette notion-là. C'est pas du narcissisme. C'est simplement de vous dire, je vais travailler sur moi, je vais prendre soin de moi pour aussi être plus utile aux autres, pour aussi être plus efficace dans mon métier. Moi, quand j'étais face à des camps de réfugiés ou quand j'étais dans les prisons à négocier, etc., je peux vous dire qu'il fallait être en bonne forme physique et mentale pour prendre les bonnes décisions, pour apprécier la situation, pour parfois avoir une régulation émotionnelle optimale. Donc, c'est très important. Il ne faut pas culpabiliser de ce temps que vous allez passer pour vous parce que ce sera autant de temps de qualité pour l'autre. On dit qu'on a 4 corps, enfin un corps physique, émotionnel, mental, spirituel. Et on est fait de ces différentes strates. Et tout ça doit communiquer ensemble. Et à travers vos activités, vous véhiculez des messages, vous sensibilisez, vous instruisez, vous éduquez. Sur quel corps est-ce que vous agissez quand vous exercez vos activités pour servir quels objectifs? Quand vous travaillez sur votre physique, vous travaillez sur votre mental. Quand vous travaillez sur votre mental, vous travaillez sur physique. On le savait intuitivement. Moi, voilà, je travaille sur toutes ces dimensions au global parce que ce sont des interactions dynamiques. J'essaye de ne pas éduquer au sens, voilà, de ne pas instruire, mais de simplement apporter des éléments de connaissance ou de compréhension, et puis après de susciter des questionnements. Quand je coach quelqu'un, je lui Donc dis jamais ce qu'il doit faire. vous initiez Oui, en mais faisant de en la fait, pédagogie, quoi. oui, initier, parce que vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est en difficulté et qui est en suractivation émotionnelle, etc., si vous arrivez avec des éléments très rationnels, il n'est pas en mesure de Bien capter sûr. vos éléments rationnels. Et non seulement il ne va pas être en mesure de capter vos éléments rationnels, mais il va utiliser un mot par-ci par-là pour justement renforcer ses propres croyances limitantes ou ses propres certitudes, etc. Donc, les injonctions, le dire, ouais, il faut que tu fasses ça, etc., on sait que ça ne marche pas. Ce qui marche en revanche, c'est d'essayer par la présence, par le soutien, par l'écoute active, par la reformulation, etc., essayer d'amener cette personne à s'interroger, à se poser des questions qu'elle ne s'était pas posées pour qu'elle puisse progressivement remettre en cause ses croyances limitantes, ses certitudes, etc. et prendre un nouveau train, aller vers un nouveau développement. C'est le principe même de la résilience. Si vous deviez vous adresser à l'audience, si vous avez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent pour changer, enfin améliorer tout de suite, là, maintenant, leur quotidien. Première chose, tout est évidemment maintenant lié. C'est-à-dire que la dichotomie entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ça n'a aucun sens.
Moi, quand je fais de l'accompagnement et quand j'ai un dirigeant ou un cadre ou un collaborateur en souffrance, je peux vous dire que les premières questions, c'est de savoir comment il dort, comment il mange, comment il interagit, etc. Donc, première chose, essayez de retrouver une forme de congruence, de cohérence. On n'a qu'un seul cerveau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas un cerveau de 8 heures à 20 heures et de 20 heures à 8 heures. On n'a qu'un seul cerveau. Deuxième chose, je dirais, de façon très pratico-pratique, de passer par l'écrit. S'interroger de façon très régulière, pas simplement quand ça va mal. On a tous ce travers-là. Quand tout va bien, bon, on est les maîtres du monde, et puis quand ça va mal, non, essayez de piloter comme ça à distance régulièrement, se dire est-ce que je suis bien dans ma vie, est-ce que je trouve du sens à ce que je fais, est-ce que au niveau de mes relations, est-ce que c'est satisfaisant, etc. Essayez comme ça par l'écrit, parce que l'écrit permet de formaliser la pensée. Par l'écrit, voilà, essayer d'avoir comme ça un monitoring en fait de son existence. Troisièmement, je dirais, alors très pratico-pratique, de faire des exercices très simples. Hein, j'ai parlé de la cohérence cardiaque tout à l'heure, c'est un exercice absolument extraordinaire. Moi, je ne m'en serais jamais sorti sans la cohérence cardiaque. C'est un exercice de respiration qui est tout à fait simple, qui s'apprend en 20 secondes, qui ne coûte rien, qui est faisable, qui est très facilement faisable et qui va transformer les mécanismes internes, notamment du système nerveux autonome, qui va transformer votre neurobiologie. Donc, ce sont des choses très pratiques, très simples et très efficaces. Et puis, dernier conseil que je donnerais, soyez curieux de tout. Allez nourrir votre cerveau, allez au cinéma, allez au concert, allez sur les terrasses à regarder le monde, apprenez, nourrissez-vous de l'autre. Littéralement, hein, c'est vraiment, on se nourrit littéralement de l'autre au niveau neuronal. Donc, soyez curieux des êtres et des choses. Encore une fois, c'est la meilleure façon de se mettre dans une posture de changement. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie? Et deuxième partie de la question, pour vous, qu'est-ce que la force d'âme? Sacrée question. Alors la première, je suis très gêné par rapport à cette tentation sociétale permanente d'héroïsation, parce que je pense que quand on cherche à tout prix à trouver des héros dans une société, c'est peut-être un symptôme d'une société un peu malade. Et à l'échelle individuelle, en fait, si on part de soi, qu'est-ce que ça signifierait pour vous être le héros Alors, de sa propre vie? alors en fait, moi je dirais le héros de sa propre vie, c'est cette capacité de toujours apprendre, se remettre en cause, se dire qu'on fait de son mieux, voilà, ne pas aller voilà, s'autocritiquer en permanence. On fait de son mieux et finalement, peut-être pour résumer ça d'une phrase, ce serait de se dire au dernier moment de sa vie, au dernier souffle, se dire ben finalement j'ai fait ce que j'ai pu, j'espère pouvoir avoir été utile et finalement, si j'ai pu servir à quelque chose et si j'ai pu faire de ce passage quelque chose de positif et d'utile à l'autre et à soi, eh bien tant mieux. Voilà. Donc c'est à la fois une démarche à la fois très proactive, on est maître de son destin, on travaille, on apprend, etc. Et puis à côté de ça, une démarche très humble parce que finalement, on fait ce qu'on peut avec les éléments qui nous sont donnés, avec la destinée, avec parfois les éléments qui frappent plus durement que d'autres. Mais voilà, c'est entre ces deux dimensions, je pense que c'est ça finalement. Alors, je parlerai plus d'accomplissement que d'héroïsation. Qu'est-ce que c'est pour vous que la force d'âme? La force d'âme, je pense, c'est de continuer en toutes circonstances de croire en soi et en l'autre. Euh, je crois avoir vécu dans ma vie et je crois avoir visité des lieux où l'humanité avait déserté. J'ai visité des dizaines de milliers de prisonniers torturés matin, midi et soir dans ma vie, aux quatre coins de la planète. Je peux vous dire que quand vous êtes dans ces lieux, vous pouvez légitimement désespérer de l'humanité. J'ai vu des atrocités, des enfants torturés, des choses absolument abominables.
Et dans ces moments-là, on a la tentation de se dire, ce monde est dingue et je me retire de ce monde, je vais au fin fond de ma Bretagne ou je vais je ne sais où et je me retire et je ne joue plus aucun rôle pour essayer d'être utile. Et je crois que la force d'âme, elle est justement dans ces moments-là, c'est-à-dire se dire, OK, comment je vais faire malgré toute cette noirceur pour essayer d'être utile, pour essayer d'apporter une contribution positive. Et je me souviens de relations avec des pires tortionnaires qui soient, où j'arrivais, après des mois et des mois de travail, de discussion, d'échanges, etc., à les ramener un tout petit peu à la surface de l'humanité. Parfois, je n'y arrivais pas. Et parfois, j'y arrivais. Et là, je me disais que, voilà, j'avais peut-être servi à quelque chose. Et de la même façon, quand j'ai été atteint par la maladie, à l'époque, j'ai beaucoup peint parce que c'était une des actions que je pouvais encore faire. Et là, Dieu sait si les arts sont des tuteurs de résilience très importants. Et je pense que j'avais fait, à l'époque, je me souviens, j'avais fait toute une série de tableaux qui s'appelait Force vitale. Et en fait, peut-être ça répond en partie à votre question sur la force d'âme, c'est de se dire, c'est de continuer à se dire, y compris dans les situations les plus terribles et les plus difficiles, c'est continuer à se dire que on conserve une capacité d'agir, une capacité d'action, une capacité de faire le bien. Et je pense que voilà, c'est cela la force d'âme, donc un idéal altruiste ou un optimisme mesuré, mais qui ne déserte pas. Merci Erwan. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.